Bonjour tout le monde, Hugo Dubé d'Entrepreneur en cavale. Je suis avec une personne ce matin. Je suis vraiment content d'être avec Francis Gosselin, qui est un entrepreneur, économiste, conférencier, consultant. Comment ça va, Francis? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis vraiment content de te voir ce matin parce que Vraiment? notre relation ensemble, je t'ai invité plusieurs fois à venir faire des conférences sur l'échec, un sujet qui me passionne beaucoup. Mais juste avant que tu nous parles de ces conférences-là, et ta relation avec l'échec, vous savez, je suis propriétaire d'entrepreneur en cavale. Une cavale, c'est quoi? C'est l'humain qui se libère de ses chaînes, puis qui va affronter la vie, qui va s'émanciper et être heureux. Toi, Francis, est-ce que tu as déjà vécu la cavale? Est-ce que tu es en cavale présentement? C'est quoi ta relation avec ça? En cavale, je sais pas si je suis en cavale, mais je suis entre deux choses, en tout cas. Fait que je me suis un peu peut-être échappé d'une affaire pour en rejoindre une autre, on va dire. Mais ça fait 10 ans là, que je fais que je suis vraiment entrepreneur. Puis même avant ça, tu sais, j'étais. Puis dans le fond, je te dirais que depuis que je suis à l'université, même un peu avant, on pourrait recommencer ça loin, mais je suis toujours un peu à la recherche. Tu sais, puis j'ai créé plein de compagnies. Il y avait même il y a peut-être 6 ans, 2015, j'ai créé une compagnie qui s'appelait FG8, qui était ma huitième incorporation, tu sais, opérante. Là. Puis là, depuis, il y en a eu 2, 3 ans. C'est comme un peu, c'est une recherche. Puis évidemment, à chaque fois, avec des itérations, des trucs qui marchent, puis qui ont un début, un milieu, puis une fin. Mais là, cette fois-ci, je pense que j'ai trouvé un bon arrangement avec Acronym. Puis je souhaite que ça soit peut-être plus un vecteur là, de vraiment de développement à long terme. Fait que, peut-être que ma cavale est sur le point de se terminer. En dessous du succès. Mais j'aimerais que tu te présentes un peu plus. Oui, entrepreneur, mais tu fais quoi, Francis, dans la vie? Je fais essentiellement deux choses. Là, je fais de la planification stratégique, donc j'accompagne les entreprises PME, grandes entreprises, dans le fait, à planifier l'avenir d'une certaine façon, puis un peu définir leur propre ambition, puis décliner ça en ressources humaines, finances, opérations, technologies, etc. Puis l'autre volet de ce qu'on fait, parce que je fais, là, je pilote une équipe dans le fond, mais dans le fond, ce qu'on fait, le deuxième volet, c'est de la recherche économique. Fait qu'on aide des fonds, on aide des institutions publiques et des entreprises privées à certaines occasions à tout savoir sur différents sujets. Puis ça va de l'économie des médias en Australie au marché pour le géothermique dans l'Est du Canada. On est vraiment des généralistes, mais experts de la méthode. Puis dans le fond, on fait de la recherche vraiment économique, un peu comme on pourrait le voir à l'université, mais nous, vraiment appliqué. Fait qu'il faut que ça serve les entrepreneurs. Moi, je fais pas de la recherche pour de la recherche, je fais de la recherche pour aider du monde à prendre des décisions. Puis c'est ça qu'on fait, donc ça marche bien. Je pense que tu voyages beaucoup, hein? Je voyageais Ouais, beaucoup. tu peux Je dire. voyage beaucoup dans ma tête. Hein. Je lis 60 livres par année. Ça, c'est une forme de voyage, là, mais là, le corps lui-même, depuis toujours, en fait, j'aime beaucoup voyager. Puis je me suis arrangé pour avoir l'occasion de pouvoir beaucoup voyager. Fait que au bac, j'ai fait un échange. J'ai fait mon doctorat en France, à Strasbourg. Puis depuis que j'ai fini mes études, il y a une dizaine d'années, je fais la navette Montréal-Paris presque tous les mois. Puis depuis Paris, où j'ai pas mal de clients, beaucoup de multinationales, ben, ça m'a amené à aller dans beaucoup de pays d'Europe, là, tout le Portugal, Espagne, Maroc, puis vers le nord, là, Angleterre, Allemagne, Suède, Ukraine. Puis j'ai même eu l'opportunité de donner des conférences en Inde, puis en Thaïlande, puis tout ça. Wow. Fait que ça, c'est juste dans les deux dernières années, là, ce que je vais te décrire. Fait que c'est un peu constant. Là, depuis le mois de février, plus au Québec, mais je me balade pas mal aussi d'un bout à l'autre du pays, là, entre Toronto puis Rimouski, on va dire, un peu partout là-dedans. Là. Exact. Ben du fun à avoir ici aussi. Hein. Mais je trouve ça beau parce que, tu sais, bon, moi, j'adore voyager, c'est une de mes passions. Fait que c'est possible de réunir, OK, travail et passion en même temps. Je pense que c'est un bel exemple, là. C'est vraiment beau. Je pense qu'on parle d'échecs. C'est quoi Mm-hmm. ta relation avec l'échec, Francis? Parce que tu as bâti des conférences, mais aussi un produit, le camp de l'échec, le Field Camp. Ouais. Tu as une relation avec l'échec qui doit être assez intéressante. J'aimerais ça t'entendre parler là-dessus.
Ben, moi, personnellement, tu sais, comme je l'ai dit, j'ai entrepris plein de fois. Puis, tu sais, là, je te parlais de mes 8 incorporations, maintenant, la 11e là, qu'on vient de patenter. Mais tu sais, avant ça, là, j'étais carrément le jeune qui allait au Tim Hortons pour acheter des petites boulettes, là, des Timbits, puis de la limonade, style test, là, tu sais, hyper sucré. Puis, je me tenais, genre, proche des événements, genre, publics, là, dans ma petite région natale. Puis, je vendais ça après les spectacles avec des super bonnes marges de profit. Là, tu sais, un Timbit, ça coûte quoi, 20, 30 cents. Là, je vendais ça une pièce. Puis, écoute, j'avais 12 ans, là, puis j'étais déjà carrément le stand à limonade, mais tu sais, avec des services, si tu veux. Fait que, puis, tu sais, à travers ça, j'ai vendu des barres de chocolat en porte-à-porte, genre que j'achetais au dépanneur. Là. C'était pas un programme, c'était juste comme j'allais au dépanneur, j'achetais une caisse de, je sais pas, le O. Henry, puis je faisais du porte-à-porte. Mais tout ça pour dire, puis je trouve que tu sais, ça a été des moments, évidemment, tu te fais claquer la porte au nez souvent, tu te fais dire non souvent. Puis pour moi, tu sais, apprendre à devenir un entrepreneur, ça passe par là. Comme, il n'y a rien comme faire du porte-à-porte pour devenir un bon entrepreneur. Puis je dis ça, tu sais, je fais plus du tout de porte-à-porte aujourd'hui. Mais il me semble que quand j'étais adolescent, j'ai vendu des calendriers que j'avais designé moi-même en porte-à-porte aussi. Puis tu sais, te faire dire non, ça fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Yep. Puis aujourd'hui, ben, je fais de la planification stratégique. Tu sais, je fais des offres de services à 20 000, 50 000 et tout, mais ça reste que, tu sais, 3 fois sur 4, ça marche pas. Tu sais, il y a d'autres cabinets qui concurrencent et tout. Puis, il faut que tu apprennes à te faire dire non. Il faut que tu apprennes entre guillemets, à échouer des choses que tu essaies de faire. Fait que ça, c'est vraiment le modèle dans l'opération de tous les jours. Puis, ce qui est bien quand tu perds mettons, un appel d'offres ou un offre client, ben, c'est toute l'opportunité d'apprendre. Puis, je trouve que souvent, on part, on bougonne, je suis pas content, j'ai perdu le truc, puis tu passes à l'autre affaire. Alors que vraiment, en débriefant puis en creusant le pourquoi, tu as une opportunité d'apprentissage, puis on ne le saisit pas suffisamment. Puis ça s'étend à toutes les sphères là, dans l'entreprise, puis même dans la fonction publique. T'sais, chaque fois quelque chose qu'on fait qui ne marche pas, il y a une opportunité d'apprentissage. À quelque part, oui, il fait le camp, la marque, l'échec et tout, ça a attiré les gens et tout. Mais pour moi, l'intérêt que j'ai vraiment derrière ça, c'est un intérêt envers l'apprentissage. Puis je trouve que moi, c'est comme anecdotique. Je suis pas mes parents, mon père était fonctionnaire. Je n'ai pas été prédisposé vraiment à ça, mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de latitude quand j'étais jeune, puis à me péter beaucoup la gueule, comme je te parle de mes stands à limonade et tout. Ben, puis ça a été très formateur. Puis je trouve qu'aujourd'hui, souvent, on a tendance à essayer de limiter le nombre d'échecs autant que possible, à vraiment tout un peu sécuriser et tout. Puis finalement, on se prive d'opportunités d'apprentissage. C'est mal vu, c'est mal vu à échouer. Hein? Quand on parle de faillite ou échouer un examen, c'est mal vu. Hein? C'est honteux quasiment. Puis ça devrait être un apprentissage. Ça dépend vraiment, c'est vraiment une question de culture, puis autant culture nationale que culture organisationnelle, là, fait que dépendant ou familiale. Mais dépendant à quel niveau tu le situes, mais il y a des cultures dans le monde où échouer, c'est pas si grave. Puis ça se traduit même dans les lois, dans les règlements. C'est quoi le délai que tu as entre le moment où tu fais la faillite puis le moment où tu peux, mettons, réentreprendre? Mais, au Canada, au Québec, c'est genre 7 ans. C'est très long, là. Tu fais une faillite à 30 ans, tu ne vas pas réentreprendre quasiment avant d'avoir 40. C'est comme une décennie perdue pour un entrepreneur. Alors que des pays, notamment les pays scandinaves, c'est différent. Ça dépend. Là, ils ne veulent pas inciter les gens à la faillite, mais c'est beaucoup plus court. Ça peut être 18 mois, 2 ans. Fait que, c'est rare le monde qui font faillite par exprès. Là. Il y a personne qui est comme « Hey, je vais faire faillite ». C'est souvent accidentel, c'est un peu contre ta volonté, surtout dans une période comme actuellement où tout est en train de changer, les règles, on n'y peut rien et tout. Il y a des entreprises qui vont faire faillite. Il ne faut pas punir ces gens-là. Il faut leur donner vite une opportunité de réessayer d'autres choses qui est peut-être plus un meilleur fit avec la demande, avec le marché qui a évolué, avec la culture qui a évolué. Puis ça, comme je l'ai dit, ça, c'est au niveau national, mettons, mais si tu ramènes ça au niveau d'une organisation, ben, tu vas avoir des gens, surtout, mettons, des gens qui innovent, des gens qui intraprennent ou qui essayent des affaires. Puis, si tu veux inciter ton monde, tes équipes à essayer des affaires, il faut que tu acceptes qu'ils vont se péter la gueule. Les fois que j'emmène une jeune, mettons, que je viens de recruter devant un client puis qui a dit une bêtise, si je me mets à la chicaner, elle va jamais vouloir revenir avec le client, elle va jamais voir l'opportunité de se développer. Fait faut que j'accepte que quand j'onboard des jeunes et que je les emmène devant les clients, il y a une chance que ça marche moins, qu'ils disent des bêtises, qu'ils soient peut-être pas aussi sharp que si moi je le faisais, par exemple. Mais si tu n'as pas l'opportunité de te péter la gueule, comme moi je l'ai eu quand début vingtaine, mettons, j'étais invité justement à des rencontres comme celle-là, ben tu n'apprends jamais. Comme je te dis, à tous les niveaux. Puis dans la famille, c'est la même chose.
je dis ça, j'ai pas d'enfant, là, mais tu sais, on entend souvent, les parents sont rendus tellement protecteurs, puis tu sais, puis c'est comme un peu genre le petit style familial, puis là, il faut pas de médicaments, il faut mettre du push-push partout, puis tout. À un moment donné, c'est comme, tu sais, encore une fois, je suis pas nostalgique, mais il me semble que moi, je jouais dans la boîte, puis je mangeais des insectes, puis tu sais, je suis encore là pour en parler, là, tu sais, ce côté-là, un peu, genre, faire des conneries, puis apprendre que c'est pas bon, ça fait partie du développement de l'enfant. C'est vrai. Puis ça, c'est vrai dans les familles, c'est vrai dans les écoles aussi. On devrait tellement donner plus d'opportunités aux jeunes de se péter la gueule, d'échouer, puis d'apprendre de tout ce qui ne marche pas, que d'essayer d'avoir la perfection scolaire, la perfection dans le sport, la perfection dans tout. Puis Est-ce que tu finalement, penses que nos enfants sont outillés pour affronter la vraie vie après leur parcours scolaire? Par rapport j'ai pas de grande analyse là, à te donner ou de chiffres à te donner. C'est un feeling que j'ai effectivement. Puis, quand je te parle de planification stratégique, un des axes avec lesquels on travaille beaucoup, c'est l'éducation. Puis on fait travaille beaucoup avec des écoles primaires, des écoles secondaires, à faire de la planification stratégique. Puis justement, je pense que c'est plus un état d'esprit. Après, concrètement, comment ça se met en pratique, ben, c'est très différent dans des disciplines objectives, mettons les mathématiques ou la science, que dans le sport ou des disciplines plus créatives, le théâtre et tout. Si tu veux être un bon acteur, il faut que tu aies des fois où tu es moins bon. Puis justement, tu apprennes du feedback de ton metteur en scène, de ton directeur, de tes collègues et tout ça. Le développement des personnes dans toutes les sphères, ça passe par des fois être moins bon. C'est clair. Puis je pense aussi, dans le parcours scolaire, vu que c'est contrôlé quand on est jeune, je pense que c'est la meilleure place pour essayer des choses, justement, échouer pour apprendre. Et puis, tu sais, je veux dire, tu regardes là, tous les grands, je ne sais plus si c'est Gretzky ou Jordan, mais qui disaient que tu manques 100% des shots que tu ne prends pas. Là. À un moment donné, faut que tu shootes beaucoup à côté du panier avant d'être un super bon joueur de basket. Et puis, moi, je joue au basket aussi, là, mais comme, tu sais, souvent, là, je joue pendant 1 heure, puis il y a comme 75% de mes lancers qui ratent pas. Mais tu le fais, puis à un moment donné, ben, tu découvres que si tu mets ton bras de même. Puis c'est la même chose dans tous les sports. Fait de toujours chercher à être tout de suite le meilleur, je trouve que ça nous prive d'opportunités de développer des joueurs là, dans le sport, notamment, plus complets. Puis c'est la même chose dans les entrepreneurs, dans les ingénieurs, dans les médecins, dans les artistes et tout. N'importe quel métier, tu gagnerais à avoir plus d'opportunités plus tôt de te péter la gueule. Je veux dire une affaire, moi, quand j'étais au bac, j'ai eu une franchise collège pro, là, je faisais de la peinture de maison et tout. J'ai travaillé comme un malade, j'ai embauché 15 personnes, j'avais 22 ans. Là. Puis à la fin de l'été, j'ai vendu comme 100 000 de peinture. À la fin de l'été, j'ai perdu 4 000 Puis tu sais, quand tu as 22 ans, 4 000 c'est comme kill me now. C'était tout l'argent du monde. Je suis tellement content aujourd'hui, 15-20 ans plus tard, d'avoir eu ça, début de la vingtaine, d'avoir appris comment ça marchait les TPS, TVQ, les déductions à la source, embaucher du monde, virer du monde, les standards de qualité, la productivité. Ça m'a coûté juste 4 000 T'imagines si je pouvais faire un apprentissage aussi significatif aujourd'hui pour ce même montant-là, je le ferais sans me poser de questions. Oui, mais c'est comme mal vu. Hein? C'est comme à l'école, si tu n'as pas 60, OK. Puis, tu sais, on se fait catégoriser souvent aussi par rapport à nos échecs. Mais, tu sais, effectivement, genre 4 000 souvent, on se trompe puis ça coûte pas mal plus cher que sur ça. l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose là, pour avoir des apprentissages fondamentaux sur comment runner une business contemporaine. Je trouve honnêtement, il y a du monde qui paye bien plus que ça, puis qui vont à des écoles professionnelles et tout. Je veux dire, moi, je trouve que j'ai une bonne aubaine, puis il y a une dernière affaire, c'est que je trouve que souvent, puis tu sais, là, je veux pas, c'est pas une critique, mais c'est comme un genre de réflexion. Même dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, je suis ravi de voir que le taux d'entrepreneuriat au Québec augmente et qu'il y a de plus en plus de gens qui choisissent d'entreprendre comme métier. Mais je trouve que même là-dedans, il y a comme une volonté de réduire l'échec en créant comme 1 milliard de programmes d'accompagnement. Puis c'est comme, viens, puis assis-toi à l'école, puis on va t'apprendre comment. Non. Si tu veux être entrepreneur, là, la meilleure affaire à faire, c'est de faire, comme je te dis, du porte-à-porte. Sors, man, fais quelque chose. Arrête de penser qu'en lisant plein de livres, tu vas devenir un entrepreneur. Je veux dire, les meilleurs entrepreneurs, là, ils n'ont pas suivi une recette, là, le business model Canvas, puis le plan d'affaires. Puis, c'est comme, ben non, fais quelque chose. Mets-toi en danger. Je trouve que je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait ces programmes-là parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de valeur, mais je pense qu'il faut pas que ça devienne remplacer l'impétuosité d'agir. Puis que ça vienne finalement réduire les échecs. Échouer au début d'une entreprise, ça fait partie du processus. Puis tout le monde, le lean startup, attends, c'est ça, bâti,
pète-toi la gueule, mesure, apprends, puis rebâtis. Mais si tu lances pas ce cycle-là, je veux dire, tu fais juste t'asseoir à l'école pour apprendre à être un entrepreneur, je pense pas que tu vas être un très bon entrepreneur. Pas, puis tu n'innoves pas. J'aime ça te mettre en danger, tu l'as mentionné. Moi, je dis souvent, genre, aux gens que je coach, là, c'est que la meilleure qualité d'un entrepreneur, c'est la capacité de sauter dans le précipice, les deux pieds joints dans le précipice pour une passion, un défi, un rêve. Puis c'est ça que le monde ne font pas assez. T'sais, ils ont peur d'avoir peur, OK, puis ils ont peur des conséquences. Mais souvent, c'est foncer, c'est sauter les deux pieds joints. Puis, exact. C'est Puis l'image que j'aime, qui est une extension de ton image, c'est oui, tu te pitches dans le précipice, les deux pieds joints et tout, puis tu n'as pas de parachute, puis tu as juste un peu de colle puis des bâtons de popsicle, puis il faut que tu construises ton parachute pendant que tu tombes, puis tu as 2 minutes. Okay, c'est là que les gagnants, là, ils sortent, c'est là qui est dans l'adversité. Hein. Quand c'est facile, on n'apprend pas, puis on stagne. Non, j'aime ta façon de voir. Puis dans cette conférence, tu mentionnais aussi, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu parlais un peu du le premier qui a fait le saut en hauteur là, de dos. Là. Oui. Ça, tu m'en parles. Oui. C'est vraiment cette comparaison. Pour moi, c'est un peu, ça revient un peu au même, mais parce que, tu sais, une des parties de mon travail, quand je te dis qu'on fait de la planification, puis un des axes sur lesquels on travaille beaucoup, c'est la posture du leader, puis la posture du manager et tout ça. Puis, souvent, quand tu veux développer des personnes, et donc pas des organisations, mais des individus à devenir des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs leaders, etc., il faut que tu les convainques de faire des choses puis d'expérimenter des choses qui ne sont pas nécessairement très bons à faire. Puis, sortir de sa zone de confort, là, en tout cas, c'est un peu cet état d'esprit-là, mais je vais beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, mettons, toi, Hugo, moi, Francis, je suis très bon à faire X, OK? Puis je suis très, très bon, je le fais. Là, demain, si tu veux devenir un meilleur leader, il faut que tu commences à faire Y. Mais dans Y, tu es pourri. Sauf que si tu commences jamais à faire Y, tu vas toujours rester pourri. Puis l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est tentant de continuer à faire X parce que tu es vraiment bon. Fait que pourquoi j'irais faire un truc que je suis poche alors que je peux continuer à faire cette affaire que... Ben, c'est que si tu veux être plus versatile, un meilleur leader, il faut que tu aies plus de versatilité. Fait que faut que tu commences à faire un truc où tu es poche. Puis là, ça touche à ton ego. C'est que tu vas faire ça, puis le monde, il va te regarder, t'es bien poche, tu sais, à faire telle affaire. Mettons, à apprendre à jouer du piano, là, donner un mauvais exemple. Mais si tu fais jamais ça, tu ne développes pas. Puis c'est en commençant à faire des choses où tu n'es pas bon qu'éventuellement, tu vas augmenter, puis tu vas arriver à niveler vers le haut. Fait que dans le fond, c'est cette idée, puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut que tu mettes en pratique. C'est pas en lisant des trucs, c'est pas en jasant, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses de quoi, puis tu réalises que tu n'es pas bon, puis en le faisant, tu vas devenir meilleur. Un des meilleurs livres là, que moi reste comme un de mes top 5 de toute ma vie, c'est Le dilemme de l'innovateur de Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma. Puis c'est essentiellement ça le message qu'il dit. C'est en fait, pour une entreprise, là, c'est toujours tentant de continuer à faire le produit X. C'est exactement la même analogie parce que le produit X, là, chaque dollar que tu investis, il te ramène 2 dollars. Puis là, je te dis, là, demain, il faut que tu investisses un produit Y, là, que chaque dollar que tu investis, il te rapporte 25 cents. Pourquoi je ferais ça? Le produit X, il me rapporte 2 dollars. Mais c'est parce que le produit Y, c'est la seule façon que tu fasses 3 dollars dans 5 ans. Puis donc, faire de la R&D, faire de l'innovation, c'est super gossant parce que tu as investi dans des choses qui ne rapportent pas grand-chose à court terme, sauf que c'est ça les produits et les services du futur. Et donc, quand tu es dans une situation comme patron, par exemple, de se mettre à prendre des ressources qui pourraient te rapporter beaucoup d'argent à court terme, de les mettre à des choses qui vont perdre de l'argent à court terme, il n'y a personne qui a envie de ça, surtout pas dans une gestion par trimestre ou une gestion à court terme, sauf que pour que ta société continue à avoir du succès dans la durée, il faut que tu investisses. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste Y, il y a Z, puis il y a triple A, puis il y a 4K, puis etc. Puis tu ne sais pas lequel de ces produits-là va valoir 3 piastres dans 5 ans. Fait que oui, il faut que tu mettes des dollars dans plein d'affaires qui rapportent 25 cents. La grande majorité vont échouer, mais il y en a un certainement qui va devenir ton produit fort du futur. J'adore ça. Il y a Peter Thiel, lui, le fondateur de LinkedIn puis PayPal. Là, il investit dans des startups, puis 9 fois sur 10, il perd tout son argent. Mais le projet qui reste, ben, dans le fond, il génère des milliards. Fait que c'est ça que le monde a de la difficulté. Hein. Ils ont peur des... C'est ça le modèle. Puis, tu sais, j'aurais tendance à... C'est drôle, parce que j'avais quelqu'un qui m'avait raconté cette histoire-là. Je pense que c'était dans un Failcamp, justement. Puis que, tu sais, souvent, c'est vrai aussi, c'est vrai dans le capital de risque, c'est vrai dans notamment tout l'écosystème de financement, mais même dans l'État, dans le financement public. Souvent, justement, c'est quelqu'un qui racontait ça. Il parlait avec genre un sous-ministre, je sais pas quoi, puis qui disait...
si tu veux avoir comme 10 entreprises qui marchent, il faut que tu investisses dans 100 entreprises. Puis il y en a 90 qui vont se péter la gueule, mais il y en a 10 qui vont être vraiment là, tes Bell Canada, puis tes Bombardier, puis tes Step du Soleil, puis je sais pas quoi du futur. Mais, fait que là, puis là, l'autre en face, il dit non, mais fait, pourquoi tu me dis pas juste c'est quoi les 10? Il dit, non, mais c'est pas ça. Il faut que tu investisses dans 100 pour découvrir. C'est comme je te dis, il y a cette vertu à essayer des choses, puis c'est juste en essayant que tu sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu peux pas les choisir les 10, tu sais pas c'est qui avant de l'avoir essayé. Puis donc, ouais. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens s'associent à des grosses compagnies comme Bell, mais ils sont inaccessibles. Hein? Mais voir les autres qui ont eu des subventions ou ont eu de l'aide, ben ça dit, moi aussi, je suis capable d'aller là aussi, mais tu as raison. Mais c'est mal vu, c'est mal perçu. Et donc, il y a cette dimension systémique ou systématique, dans le fond, de l'échec qui est super importante à prendre en compte. Puis c'est pour ça que nous, on militait vraiment en faveur de ça. C'est-à-dire, si on veut une économie qui marche, si on veut des modèles financiers qui marchent, si on veut une société civile qui fonctionne, il faut qu'on accepte qu'il y a des gens qui essaient des choses, puis des fois, ça ne marche pas. Puis quand ça ne marche pas, c'est pas... Bien sûr qu'il faut, comme le dire, mais après ça, il faut donner tout de suite rapidement d'autres opportunités à ces gens-là d'essayer d'autres choses. S'il y a comme un opprobre avec l'échec qui est comme pour le reste de ta vie, tu te perds des forces vives de ta société économique, civile, qui vont peut-être décider d'abandonner carrément, puis d'un peu d'éteindre cette espèce de feu là, qu'ils ont en eux. Puis c'est rare, des gens, là, des super bons entrepreneurs, c'est pas tout le monde. Fait que quand tu en as une couple qui se démarque, il ne faut pas les punir parce que leur dernier projet n'a pas marché. Il faut juste rapidement trouver des manières de OK, on ferme ça, on en tire les leçons collectivement, on les partage, puis go, essaye d'autres choses. Recommence une deuxième, une troisième, une quatrième fois. J'adore ça, notre discussion, Francis. On va arrêter. On va en parler pendant des heures. Ben là, j'espère que tu vas avoir du succès, que tu as terminé des choses. On échoue toujours. Ben, ouais, mais comme, peut-être tenir là-dessus, mais pour moi, le succès, il va venir si on est capable d'avoir les bons échecs le plus rapidement possible. Puis apprendre de ces choses-là. Toujours en... Exactement, puis d'avoir un peu, déjà, le nom acronyme n'est même pas vraiment lancé, on n'a pas vraiment annoncé qu'on existait, mais on a déjà commencé à faire des offres, à parler au monde, à faire des pitchs, etc., à dire qu'on existe, puis dans le fond, de le faire de manière un petit peu informelle pour l'instant, ça nous donne plein de feedback qui a beaucoup de qualité, puis ça nous permet d'ajuster le tir par rapport à notre offre de service, par rapport à qui on veut être, comment on veut être. Puis c'est ces petits échecs-là, en ce moment, qui ne coûtent pas grand-chose, qu'on n'est pas une grosse marque établie là, qui fait qui fait des expérimentations. On est une start-up d'une certaine façon. On échoue, comme j'espère, un peu au quotidien, puis c'est ça qui va être garant du succès. C'est un peu le paradoxe pour moi de l'échec. C'est que c'est les petits échecs qui sont garants des grands succès. Oui, j'adore cette phrase-là. Ben, merci, Francis. Puis je te souhaite du succès avec tes projets. Là, tu disais tantôt, si tu passes au Bas-Saint-Laurent, tu arrêteras de me voir à Rivière-du-Loup en passant. Avec plaisir, avec plaisir. Je vais passer le temps des fêtes. Cette année, on a décidé de faire la tournée des parcs nationaux. Fait qu'on va aller marcher avec les chiens là, au Bic, puis au Grand Jardin, puis à Mauricie, puis à Jacques-Cartier, puis ça. Fait qu'on va sûrement se croiser, effectivement. Si les gens veulent... Profitons du Québec. Les gens veulent te rejoindre, y a-tu une façon de... Oui, bien sûr. Acronyme.co, c'est notre site web qui est à peu près live en ce moment. Puis francis@acronyme.co, je suis toujours joignable. Sinon, tu me connais, Hugo, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Je suis partout puis je réponds très, très vite. Fait que n'importe où, là, vous me trouvez facilement. Ben, merci, Francis. À la prochaine. Je t'en prie, à bientôt. Au revoir.